Bonjour Tamar, Bonjour Seb. ravi d'être avec toi sur T45. Tu es depuis Londres, moi en région parisienne, pour bien parler de ta nouvelle aventure, hein, Ancar. Tu es passé du côté entrepreneurial il y a 18 mois maintenant avec ta fondatrice, on va en parler. J'ai eu la chance d'échanger avec elle récemment. Donc Ancar, vous voulez devenir, enfin vous êtes déjà devenu la plateforme d'IA qui va créer ou créer un OS de l'innovation. C'est un peu comme ça que vous l'avez Exactement. défini pour aider les équipes R&D, les équipes propriétaires intellectuelles, donc IP, à passer de l'idée au brevet, à piloter aussi ces brevets tout au long du cycle de vie. Donc on parle de recherche, d'analyse, de nouveautés, de rédaction, d'interaction, etc. entre diverses entités au cœur des boîtes. Tu vas nous dire comment vous faites ça, avec qui vous faites ça dans vos équipes et surtout côté client, tu vois quel est votre target. Donc fondation, je le disais, création 2024 à Londres. Pourquoi la place britannique? Mais je crois qu'il y a un ADN quand même très européen, enfin le meilleur étant trop, et il y a un ADN très européen. Vous êtes rencontrés chez Palantir, donc on pourra en parler aussi, hyper intéressant. Vous avez bossé voilà, sur des systèmes critiques, j'imagine, sur des déploiements en entreprise. Et puis, toi, tu as eu aussi derrière un passage dans une belle licorne européenne qui s'appelle Helsing, donc qui est allemand, dans la Defense Tech, boîte qui a levé, je crois, plus d'1 milliard, et donc qui fait partie maintenant voilà, des gros scale-up sur le continent. Euh, Côté financement, donc pour Ankar, c'est allé très très vite, puisque voilà, vous avez levé il y a même pas un an votre seed, donc en amorçage 5 millions, avec des super beaux fonds, des Daphne Index, Motier, d'autres que je peux pas citer, des business angels de renom aussi, comme le patron de Datadog, Olivier Pommel, comme Julien Chaumont de Hugging Face. Son cofondateur était venu nous voir, Clément, il y a quelques années sur ce même podcast. Et puis Série 20, très récemment, la fin 25, menée par Atomico. Voilà, pour l'intro, on peut démarrer si tu veux avec ce que tu faisais avant Ankar. Comme c'est une aventure récente, voilà, tu as un vrai passif et plutôt comme, effectivement, comme salarié, comme manager, etc. Est-ce que tu peux nous raconter d'où tu viens, Tamar? Ouais, absolument. Merci Seb pour l'intro. Moi, j'ai commencé ma carrière l'industrie pétrolière. On ne peut plus traditionnelle. Je travaillais sur des plateformes pour une grosse entreprise française qui s'appelle CGG Veritas. J'avais envie après l'école, après mon école de commerce, d'un peu d'aventure corporate. J'étais C'était quoi la dans la compagnie générale de géométrie, un truc comme ça, de de géophysique. géophysique, Et voilà. ouais. Pour étudier les Euh, sols, etc., savoir où Exactement, est-ce qu'il y pour avait essayer de les cartographier plus où est-ce belles qu'il y ressources, avait quoi. exactement Le des ressources. gaz, le Ouais. pétrole et tout. Ouais. Un très très beau business, une très belle boîte. Ouais. Et donc j'ai passé du temps en Colombie, en Afrique de l'Ouest, etc. Et au bout d'un moment, je me suis dit bon, j'avais aimé l'école de commerce pour son aventure sociale, enfin pour la partie sociale, mais on avait la partie recherche et académique était un petit peu moins, l'accent était un peu moins porté là-dessus. Et ça m'avait un peu manqué, donc j'avais envie de faire un doctorat. Et donc je suis allée faire un doctorat ici à Londres en théorie des jeux à Imperial. Donc j'ai passé 4 ans à faire de la recherche. Et après ça, je me suis dit bon, retour dans la vraie vie de l'entreprise. Et je suis allée chez Palantir. Et donc j'étais chez Palantir où j'étais ce qu'on appelle il y a un rôle c'est un peu du business développement et du produit. Ça s'appelle deployment strategist. Ils ont un peu créé ce terme qui a été repris d'ailleurs par beaucoup de boîtes dans la tech après ça. C'est un concept qui est très opératoire. Et donc j'étais deployment strategist, donc j'étais à la fois, j'identifiais quelles solutions on pouvait déployer, à quels clients, comment et comment tirer le plus de valeur possible de ces déploiements. Avant d'aller ensuite chez Elsing en tant que product manager et puis ensuite commencer en car avec William. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur Palantir? Alors c'est une boîte en France, on est voilà, elle nous fascine ou on l'aime un peu moins pour un passif très défense, même si voilà, elle nous est sûrement très utile, hein. Ça fait 10 ans, je crois, qu'elle bosse avec la France. Donc fondation par Peter Thiel, Alex Karp, d'ailleurs ton associé, je l'avais évoqué avec ça
enfin, avec elle, cela, donc William, il y a quelques semaines, sur un call préparatoire avant cette interview. Elle a été ouais, très proche de lui. Et je crois que c'est quelqu'un que, ouais, texto, elle avait dit, j'avais jamais vu quelqu'un d'aussi brillant, je crois. Et donc, et c'est vrai que la France bah, bosse beaucoup avec, et on a essayé d'ailleurs de s'en désengager, de trouver des solutions concurrentes françaises ou européennes. Et puis, bah, visiblement, on n'a pas trouvé parce que fin 2025, le contrat a été renouvelé notamment avec les renseignements, hein, donc c'est DGSI. Et tu vois, donc ça fait ouais, 10 ans, c'est post-attentat, je dirais, de 2015. Alors, tu es témoin de tout ça, toi, dans ta business unit, mais tout ce qui est gouvernemental, défense, renseignement, je suis sûr que voilà, de près ou de loin, il y a pas mal d'attentats et on sait qu'on en échappe, on en empêche beaucoup chaque année en France. J'imagine que de près ou de loin, Palantir nous a aidés là-dessus. Mais en fait, c'est pas une boîte de défense à la base. Enfin, c'est du logiciel, mais il y a beaucoup de clients publics, gouvernementaux, mais ça aide aussi plein de boîtes privées, des boîtes comme j'en sais rien, Airbus, etc. Pour le business en fait, hein, sur l'analyse de leur Exactement. data et derrière qu'est-ce qu'on en fait sur les opérations critiques notamment. Ouais, exactement. Et tu pointes du doigt quelque chose qui est intéressant avec Palantir et qui est aussi quelque chose que nous, on met en œuvre chez Ankar, ce qui est que euh, la matière de Palantir, c'est la donnée, hein. C'est travailler sur la donnée, travailler sur des datas et permettre à des gens qui doivent gérer un nuée de données de prendre des décisions et d'identifier quelles sont les meilleures décisions à prendre. Et ça peut être les RH dans une grosse banque, comme ça peut être les usines d'Airbus pour la 350. Et donc, fondamentalement, la matière, c'est les données, qui est pas non plus le truc le plus excitant du monde. Quand si tu penses, c'était quand même des colonnes et des lignes. Mais Palantir a réussi à créer une culture qui est une culture qui est fascinante, qui est fascinante quand on n'y est pas et qui est aussi absolument géniale quand on y est. Et donc, ça lui a permis d'attirer les meilleurs talents d'ingénieurs, de business, etc. Et qui a C'est la été question que la j'allais te poser parce que, cruciale dans son succès, quoi. excuse-moi, je te coupe, mais Non, c'est bien vrai sûr. que tu vois, tu dis ouais, c'est pas hyper sexy sur le papier la data. Ouais, enfin, sauf que ça fait quand même 20 ans qu'on dit, toi qui viens en plus des matières premières, que c'est l'or du 21e siècle. Le raffinement de la data, qu'est-ce qu'on en fait? Et on sait qu'une boîte qui n'est pas data-driven, très souvent, elle va pas aller très très loin, quoi. Donc, et donc, du coup, il y a des milliers de concurrents à cette boîte-là, tu vois, à Palantir. Et donc, comment t'expliques? Et là, tu nous offrais un début de réponse. Pour toi, c'est la culture qui fait notamment que, alors c'est plus plein d'autres choses, hein, ils sont très très bien valorisés, je crois qu'ils n'ont pas de dette, enfin, c'est un modèle assez particulier, mais toi tu considères qu'ils ont réussi ouais, à attirer, donc peut-être dans chaque verticale, etc., les meilleurs, notamment en créant cette culture de l'excellence, quoi. Ouais, exactement, ils vont attirer les meilleurs ingénieurs, des profils excellents, des profils assez originaux aussi. L'idée, c'est ils cherchent des mavericks, des gens qui seraient pas sentis chez eux, chez Google ou chez Facebook. Et donc ça crée une culture très idiosyncratique. Ça fait presque une idée de quand on est chez Palantir, on est un Palantirien de A à Z, de la tête aux pieds, et une espèce de fidélité à l'organisation qui est incroyable, surtout dans le monde de la tech où c'est tellement concurrentiel. Enfin, je veux dire, l'accès aux meilleurs ingénieurs est super concurrentiel. Donc, on a intérêt à créer un sentiment de fidélité. C'est très important. Enfin, Et moi, les gens restent longtemps là-bas, généralement? ouais, les gens restent longtemps. Il y a vraiment assez. Et les gens sont très fidèles. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui se rencontrent chez Palantir et tu vois toutes les amitiés qui se font dans la boîte. Enfin, moi, je me suis fait des amis chez Palantir. D'ailleurs, ma cofondatrice, on s'est rencontrés chez Palantir. Et ce, beaucoup plus que dans n'importe quelle autre boîte où j'ai travaillé. Il y a quand même quelque chose d'assez particulier et Ça, exceptionnel pour le là-dedans. coup, ils ont gardé ce que les Américains ont toujours réussi à faire, mais qui existe beaucoup moins, tu as raison, aujourd'hui. Mais pendant très longtemps, évidemment, les Microsoft, les IBM, les Salesforce, j'en sais rien, les Workday, tu restais pas 2 3 ans comme dans une startup. D'ailleurs, c'est plus des startups naturellement, mais tu restais plutôt 5 10 15 20 ans. Pas de Exactement. souci, quoi. Ouais. Ok, Exactement. très clair. Bah, on en vient justement à ta rencontre avec William, là, et comment vous allez vous dire Ouais. un jour, sauf que toi, en plus, il y a eu cette parenthèse, là, Helsinki, donc dans la défense entre les deux, mais comment vous vous êtes dit, tiens, on va nous faire notre propre boîte, en fait, et ça sera sur les brevets.
Ouais. À nous, donc on est devenus amis chez Palantir. On a travaillé ensemble sur des sujets de réponse au Covid. Euh, et, euh, et dans ce cadre-là, on travaillait aussi sur des thématiques euh, euh, technologiques qui étaient assez avancées, donc et assez nouvelles, qui étaient l'interaction entre les LLM et les API, etc. À l'époque, c'était nouveau. Maintenant, un petit peu moins, et donc il s'est posé la question de savoir si on allait breveter en fait ces technos. Et c'était à l'époque où Palantir était en train d'IPO, je crois, à peu près. Donc, il y avait une vraie considération stratégique autour des brevets, de la protection, de la protection de ces innovations, qui c'était probablement moins le cas avant. Donc, on est passé par tout le cycle si tu veux, de l'innovation jusqu'au brevet. Et on s'est rendu compte toutes les deux que c'était un cycle qui était totalement euh, inefficace et broken, comme on dit en anglais. Je vais essayer de pas faire trop d'anglicisme pendant le T'inquiète, podcast. t'inquiète. Et ce parce qu'il y avait énormément de silos en fait. C'est-à-dire que tu as un inventeur, un ingénieur ou voilà qui invente une nouvelle technologie, qui invente un nouveau processus, un nouveau process, etc. Et ensuite on lui demande de rédiger 20 pages de mémo pour expliquer ce que c'est que pourquoi c'est nouveau, qu'est-ce qui est différent par rapport aux autres trucs. Et ça c'est pas son boulot donc il a pas vraiment envie de le faire. Donc ça prend du temps. Ensuite, on revient vers lui en lui disant, ah mais non, t'as oublié qu'en fait il y avait peut-être un papier qui a été publié en Chine et donc auquel il n'avait pas eu accès de toute manière. Donc comment est-ce que ton truc est différent de ça? Donc ça, c'est un cycle qui peut prendre des mois. Et après, ça va une fois qu'on a enfin une description de l'invention dont on estime qu'elle est nouvelle, ça va être un brevet. Ça va être rédigé en brevet. Et ça encore, une fois, très inefficace, super manuel, etc. Et tout ça, ça devient le cycle de l'innovation. Et ça fait que, en étant inefficace, en étant lent et en étant manuel, ça fait que l'innovation des entreprises est tout simplement ralentie. Et l'innovation des entreprises, c'est fondamentalement l'innovation. C'est ce qui permet d'avoir, nous, consommateurs, ou nous, citoyens, d'avoir de nouvelles technos, de nouveaux produits entre nos mains qui rend notre vie plus simple, meilleure, etc. Donc on s'est dit c'est un vrai sujet c'est un vrai sujet et c'est un vrai sujet qui est un sujet important pour toutes les grosses entreprises, mais aussi les gouvernements, les universités, etc. Donc un Euh, problème, et derrière la solution, tu t'es dit, bah, enfin, l'IA va être un moyen exactement. d'automatiser pas mal de tâches, de faire gagner ce temps perdu et qui fait que bah, finalement ton brevet est limite quand tu le déposes, si tu y arrives, si tu vas au bout, Ouais, potentiellement il est caduque ou voilà, c'est déjà trop tard. Et exactement. j'imagine que 2024, ouais, les premiers trimestres d'ascension de ChatGPT et de la concurrence va vous décider d'y aller, se dire là, nous on peut faire quelque chose autour de ça, quoi. Exactement. Et il y a, nous, on travaille sur l'IA générative chez Palantir, et ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'on s'est dit, c'est ça, le cycle de l'innovation, c'est quand même quelque chose de fondamental pour la valeur des entreprises, parce que aujourd'hui, 90% de la valeur des entreprises est tenue dans la partie IP. C'est-à-dire que si tu prends le S&P 500, en fait, 90% de cette valeur-là, elle est dans les trademarks, le copyright, les patents, etc. Donc c'est très important pour la valeur d'une entreprise. Et il n'y a absolument aucun outil qui soit des outils modernes, et natifs en intelligence artificielle, qui permettent d'avoir une approche stratégique, de faire les choses de manière efficace, etc. Et donc ça nous a semblé une espèce d'abîme qu'il fallait combler, quoi. Ça pour moi c'est un peu contre-intuitif parce que bah, ceux qui savent savent, hein. Ils voient notamment que les Chinois sont, j'imagine, comme dans beaucoup d'autres domaines, leaders là-dessus. Ils déposent beaucoup tout le temps sur quantité de choses, énergie, mobilité, tout ce que tu veux. Mais c'est vrai qu'à tu vois, à l'heure des LLM, etc., on a envie de dire comme ça un peu bêtement, sans trop de réflexion, ouais en fait une idée, ça vaut plus grand-chose, tu peux remixer un truc, t'inspirer du voisin, etc. C'est plus tellement le sujet, quoi. Toi, tu nous dis au contraire, Ouais, les c'est une super bonne brevets, question. Ouais, non. mais c'est une très bonne question, Seb, parce que en réalité, à l'ère de l'IA, comme on dit, les processus sont de plus en plus commodétisés, en réalité. Et ce qui fait la valeur et la compétitivité d'une entreprise, c'est sa capacité à générer des nouvelles idées. Et ça va être vraiment pour les équipes de R&D leur capacité à inventer de nouvelles molécules, oui, certes avec l'aide d'outils IA, mais néanmoins à produire de la nouveauté. Et c'est ça vraiment qui va permettre aux entreprises de rester tu vois, de rester compétitive et de rester dominante dans leur marché, quoi. Et tu parlais de la Chine. Il y a un vrai sujet géopolitique. Je pense qu'il y a une vision du brevet qui est une vision un peu
c'est un truc technocratique, technologique, un peu niche, tu vois, un peu rébarbatif. Mais en réalité, il y a un vrai sujet géopolitique et le brevet et la propriété intellectuelle sont une arme géopolitique parce que si tu as un brevet sur ta technologie, tu empêches, enfin, tu es le seul à pouvoir la commercialiser, donc tu es le seul à pouvoir récupérer, tu vois, de la valeur commerciale. Et ça, l'Asie et la Chine, le Japon, la Corée ont très bien compris. Donc, ils ont des ministères de la propriété intellectuelle dont le seul but, c'est de promouvoir et de pousser leurs entreprises à déposer des brevets, non seulement en Chine, au Japon, en Corée, mais aussi aux États-Unis. C'est-à-dire que si tu es Huawei et que tu as un brevet essentiel sur la technologie 5G que tu as déposé aux États-Unis, aucune boîte américaine ne peut utiliser ta technologie sans te payer de la licence. Donc en fait, c'est un vrai instrument de domination et de domination géopolitique, plus soft évidemment que des tanks et des F-35, mais très très important par ailleurs. Mais pour toi, ça reste une barrière centrale là, en 2026 elle est pas prête de tomber, quoi. Clairement. Non, exactement. Et elle est pas prête de tomber. Et notre capacité, nous, en Europe, à déposer nos brevets et à déposer des brevets de qualité partout dans le monde rapidement est fondamentale pour qu'on continue d'exister commercialement et même technologiquement dans le monde, quoi. On en vient à ton produit, donc Ancar, je ne l'ai pas décrit, hein, enfin, je sais pas, Ancar, donc Ankar, si vous voulez aller voir ça. Donc je crois il y a trois briques. Est-ce que tu peux nous les expliquer sur, d'abord, oui, équiper celui qu'on est à l'origine, l'inventeur, on va dire. Deux, aider à la rédaction pour pas perdre tout ce temps et que ça soit dans les limbes d'un corporate et sur 2, 3, 5 services en même temps ou successivement, plutôt successivement. Et puis, donc, rédaction. Et trois, l'exploitation de ces brevets, puisque tu l'as dit, derrière, l'idée, oui, c'est aussi d'en faire une arme, de gagner des marchés et de se faire payer quand l'idée nous revient, quoi, et qu'elle était déposée Exactement. dans les bons endroits de la meilleure des manières. Exactement. Exactement. Tu as très bien décrit. Tu devrais l'expliquer à d'autres. J'envoie mon CV à Ouais, Ankar. Il est recruté. On va en parler exactement. tout à l'heure. Je vais montrer le podcast et dire, mais pourtant, il l'a très bien décrit, donc tout le monde devrait être capable de l'écrire aussi bien. Non, en gros, il y a une partie, la partie en amont, c'est-à-dire l'inventeur a une idée, comment il s'assure que son idée est en effet inventive et nouvelle, innovante. Et donc on a un outil qui lui permet voilà, de vérifier par rapport à l'art antérieur si c'est nouveau. Si c'est pas nouveau, trouver des moyens de ce qu'on appelle faire du design around, donc c'est-à-dire de changer un petit peu son invention pour qu'elle soit effectivement nouvelle, et surtout pour l'aider à rédiger son mémoire d'invention rapidement, pour qu'en fait il passe plus de temps à réfléchir sur son invention qu'à taper des mots sur Word, quoi. Donc ça, c'est la Rien que première ça vaut de partie. l'or, parce que j'imagine qu'il y a plein de Exactement. personnes qui cherchent sans savoir qu'en fait, voilà, le truc est déjà déposé, il y a quelqu'un, enfin, le truc est verrouillé depuis X mois, X années, et que, en allant sur tel ou tel chemin, en changeant telle ou telle fonction, design, etc., là, on peut, non pas réinventer la roue, mais faire évoluer le truc, quoi. Exactement. Et les inventeurs, une étude qui a été faite, les inventeurs passent plus de la moitié de leur temps à faire sur des tâches administratives et de la lecture de papier, ou à chercher dans des papiers de recherche ou dans des brevets. Donc, t'imagines ce temps, ce qui vaut pour une entreprise, c'est du temps qui devrait être passé dans le labo, tu vois, Mais à c'est pas tester du des jus de crâne, hypothèses, quoi, c'est etc. clair. Exactement. Donc ça, on est en train de réduire, justement, l'idée, c'est de réduire ce temps-là. Ensuite, la deuxième De partie, c'est combien? vraiment De la. combien? Tu gagnes combien de jours, combien de semaines? Ouais, enfin, aujourd'hui, si tu veux, avant, quand tu passais 4 heures à lire des papiers ou des brevets, aujourd'hui, tu passes plus que 20 minutes, quoi. Donc, vraiment, c'est de cet Ok. ordre-là. C'est quand même assez drastique. Ensuite, la deuxième partie, c'est vraiment la partie rédaction et acquisition du droit. C'est-à-dire, tu as ton invention, à la fin, tu auras un brevet, un très bon brevet. Donc, c'est rédaction du brevet et discussion avec les offices pour pouvoir valider ce brevet. Donc là, on a un outil qui permet de rédiger les brevets et de rédiger des réponses aux offices de manière beaucoup plus efficace. Et là aussi, c'est pour que les ingénieurs brevets ou les avocats passent moins de temps sur des tâches répétitives et plus de temps à réfléchir à, OK, comment positionner cette invention par rapport à tel brevet,
pour qu'elle ait le plus de chances d'être validée par les offices, etc. Donc c'est quand même. Qu'est-ce que s'appelle les offices? C'est les bureaux nationaux, Ouais, interrégionaux, c'est quoi? c'est les bureaux nationaux. Donc, il y a ce qu'on appelle l'USPTO, IPO, ça c'est le bureau européen, qui délivrent les brevets, qui disent, OK, cette Ok. invention, elle est nouvelle, c'est un brevet, on vous la donne, c'est des offices internationaux. Donc ça, c'est cette deuxième brique. Et la troisième brique, c'est une fois que l'entreprise a un brevet, que toi, tu as un brevet, c'est t'assurer qu'en effet, si quelqu'un n'est pas en train de voler ta techno, enfin, si tu veux, quelqu'un n'est pas en train d'utiliser ta techno sans te payer une licence, en gros. C'est ça. Donc c'est détecter des contrefaçons, ce qu'on appelle la contrefaçon de brevet. Oui, j'imagine que si je suis dans la géophysique, si je suis dans la santé, medtech, biotech, ou si je suis Hermès, ou une des 57 maisons d'LVMH, forcément, je vais pas m'intéresser, enfin, potentiellement, et c'est plus la brique 3, la brique 2, la brique 1, pour lesquelles je vais Exactement. contracter en quart, quoi. Ouais, et puis donc les entreprises, on est modulaire, donc il y en a qui s'intéressent particulièrement à la détection de contrefaçon. On travaille avec Valeo qui a un portefeuille énorme de brevets et ils sont dans un domaine très compétitif, très compétitif. S'assurer que leurs compétiteurs ne contrefont pas leurs brevets, ça c'est un sujet très important pour eux. Équipementier de rang 1 bah, qui souffre en ce moment malheureusement comme plein d'autres, mais c'est sûr que même s'il est présent sûrement même industriellement en Chine, c'est bien que tu puisses lui dire, bah tu sais, voilà, en Chine ou j'en sais rien, au Vietnam, en Thaïlande, attention, il y a Il y a des personnes des là, qui sont en contrefaçons, train de etc. Ouais, ok. Exactement. On a aussi, il y a aussi des entreprises qui passent beaucoup de temps sur leur innovation, qui veulent que leurs équipes de R&D passent plus de temps, tu vois, passent plus de temps à réfléchir aux inventions, à voir si elles sont brevetables, etc. Et on vend aussi au cabinet de pays, au cabinet de propriété intellectuelle. Donc ça, c'est surtout la partie rédaction de brevets et acquisition du droit. Ok, très clair. Mais vous devez avoir, oui, vous, un dataset, là. Enfin, comment vous gérez ça en amont, là, pour pouvoir Ouais, contrôler tout ça ouais, en fait, les brevets sont la donnée qui est publique. Une fois qu'un brevet enfin, et c'est toute la beauté du brevet, c'est qu'une fois que il a été délivré, il est public, donc tout le monde peut avoir accès, donc tout le monde peut apprendre cette technologie et inventer au-dessus de la technologie. C'est ce qui a permis, ce qui vraiment a rendu l'innovation et la technologie aussi rapidement, la permettre d'évoluer aussi rapidement depuis le XVIe siècle avec la création des premiers brevets, quoi. Ah, mais c'est très clair, mais Euh, moi, si je copie Valeo en équipant, enfin, en équipant ouais, et en sous-traitant ça, ou en vendant mes produits, j'en sais rien, sur des pare-chocs, sur des blocs mm. de phares, etc., avec des constructeurs chinois, comment tu vas le voir, toi? Le gars, il va pas déposer le même brevet, donc Non, il comment va toi, pas tu vas déposer le même m'alerter? brevet, mais ouais, exactement. Mais il va vendre son produit. Donc il va mettre une photo de son produit sur Internet, sur un site, et nous, à partir de la photo du produit, on peut identifier qu'il y a des fonctionnalités qui sont recouvertes Ok, par un brevet. Et donc ok, là, très bien. ça va déclencher une alerte. Ouais, exactement. Ok, très clair. Bon, success story donc avec Wiem, donc vous vous lancez quoi, ouais, en 24. C'est quel mois Ouais, de 24? Parce que exactement. c'est récent, on peut le dire maintenant. Janvier, janvier. Janvier, super. Ouais. Donc il y a 2 ans, à peine plus de 2 ans. Euh, c'est allé très très vite là pour lever, tu vois, 20 millions, 25 millions, c'est ça, Ouais, exactement. En dollars, ouais. sur 2 tours. Mm. Ouais, donc 22, 23 en euros. Raconte-nous un petit peu deux équipes, enfin une équipe 100% féminine. Hein, c'est pas de faire, oui, vous faire offense qu'il y a assez peu d'argent qui est levé par des femmes, et encore moins par des équipes 100% féminines. C'est votre, bon, tu nous as décrit un petit peu ton, tu vois, le commercial, puis la branche plutôt ingénieur. Willem a son parcours aussi. C'est le tampon Palantir. Enfin, qu'est-ce qui fait que là, on vous a fait confiance, pas à jour 1, mais presque quand même, hein. Ouais, bah, carrément jour 1, hein, il faut le dire, parce que on a eu la chance de rencontrer Index et de lever notre seed vraiment au tout début de l'aventure. Il y avait pas, on n'avait pas encore d'équipe, etc. Écoute, je pense que et c'est peut-être ça peut peut-être aider les entrepreneurs à venir ou en herbe qui regardent qui écoutent le podcast. Euh, je pense qu'il y a clairement un ensemble d'expériences que les investisseurs cherchent, qu'ils veulent voir.
Notamment la capacité, enfin être passé par des grosses boîtes de tech, ça aide quand même à lever, il faut le dire. Mais ça peut être Palantir, ça peut être OpenAI, voilà, donc c'est vraiment les gagnants de la tech. Et puis aussi, je pense que les investisseurs regardent. On crée, crée une conviction. Enfin, toi qui as eu un passé d'investisseur, peut-être que tu pourras confirmer, mais ils se créent une conviction sur un secteur, et ensuite ils vont chercher ce qu'ils considèrent être la meilleure équipe qui sera potentiellement l'équipe qui va créer une boîte gagnante du secteur. Donc, je pense que nos investisseurs avaient une conviction autour du secteur de la propriété intellectuelle et qui allait être, dont ils pensent et dont on est convaincu, disrupté par l'IA générative. Et ensuite, on était on est la meilleure équipe qui attaque ce problème. Et on l'était à l'époque aussi. Moi, je vous connaissais pas il y a 2 ans, donc j'ai pas eu accès au dossier malheureusement. Mais peut-être que je serais passé à côté parce que je me dis, ok, bon, elles ont été très bonnes chez Palantir, toi chez Helsing, etc. Mais est-ce que ça va faire pourtant de vous des super fondatrices? Est-ce que les VC vont suivre? Pas sûr. Est-ce que, tu vois, pour moi, c'est un secteur de niche. Tu vas me dire, mais non, sûrement, c'est un boulevard, et c'est un secteur à plusieurs milliards, tu vois. Mais moi, j'aurais pas forcément, tu vois, je Ouais, pense que j'aurais raté le deal. Et pourtant, effectivement, ça fonctionne bien. Là, vous êtes déjà une trentaine. Je crois que vous allez tripler l'équipe, c'est ça, ouais, d'ici les exactement. prochains On mois? va faire au moins deux fois deux et demi en 2026, ouais. C'est quel type de job que vous allez ouvrir là? Donc là, on a toujours des ingénieurs, des développeurs. Donc tous les développeurs qui écoutent le podcast et qui s'intéressent à l'innovation, n'hésitez pas. Ils veulent travailler ce qui se fait de plus nouveau dans la technologie et l'IA. Et ensuite, on a un rôle de ce qu'on appelle déployer, assez proche en fait de ce qui était le rôle de mon rôle chez Palantir à l'époque. Et c'est vraiment passer du temps auprès de nos utilisateurs, passer du temps avec les équipes de R&D, pour comprendre leurs problèmes et identifier ce qu'on peut développer pour les aider à être plus efficaces. Vous faites déjà Donc, partie commerciale. quel ARR là? Est-ce que tu peux me donner une fourchette? Non, alors tout ce que je peux te dire, c'est qu'on a 10x notre ARR en 2000, enfin on a multiplié par 10 notre ARR en 2025 et que c'est Ah l'objectif bah, aussi tu pour partais de 2026. zéro. Tu partais de zéro. Partez pas totalement de zéro, Non? sinon ce serait multiplié par l'infini, mais Donc x10 l'an dernier, fois combien encore cette année là? 10, c'est le but Pareil. aussi. Ouais, Wow, ok. c'est le tarif. Avec quel type de client? Je crois que vous bossez notamment avec L'Oréal. Quel client on peut citer là? Ouais, donc on travaille dans le domaine de la cosmétique, donc L'Oréal, l'automobile, donc dont j'ai parlé de Valeo? Valeo, Ouais. l'électrification. Je parle de boîtes françaises, mais une boîte qui s'appelle Nexans, une très très belle boîte qui, Excellent, qui, très bien. qui Ouais, c'est développe des câbles? des câbles, absolument. Ouais. Mais on travaille aussi avec des gros cabinets, donc des cabinets américains comme Voris, et l'un des cabinets leaders européens qui s'appelle Dennmeyer, qui est un des premiers cabinets de pays européens. Donc tout ça pour dire Propriété que intellectuelle, ouais. de propriété, pardon, ouais, de propriété Ouais, pas de intellectuelle. souci, pas de souci. Et tout ça pour dire que ce que ça montre, c'est notre positionnement. On se positionne vraiment sur le top tier du marché, donc à la fois dans des entreprises les plus innovantes dans chacun de leurs secteurs, Ok. et des entreprises qui ont des grosses équipes de R&D, donc des grosses équipes de propriété intellectuelle et de brevets, et les cabinets qui sont aussi les plus gros cabinets de propriété intellectuelle dans le monde. Et comment tu Euh, t'ancres dans leur workflow, justement IP, recherche, développement, etc. Comment les anglo-saxons parlent tu sais mieux que moi, de stickiness, tu vois, comment on se dit, bah ouais. non mais attends, encore, enfin voilà, au début c'était marrant, c'était sympa, mais là maintenant, on va envoyer quoi, notre panier moyen, il faut qu'il double, il triple, il fasse x10 comme Ouais, ton, exactement. comme ton chiffre d'affaires parce que c'est indispensable. Comment tu fais ça? Ouais, c'est la question, surtout chez nous, enfin dans notre domaine, où tout le monde est en train de s'équiper. Il faut un peu penser au cabinet d'avocats. C'est un peu l'équivalent des cabinets d'avocats il y a 2, 3 ans, avec Harvey, qui ont commencé à adopter Harvey et Legora. Donc c'est vraiment tout l'enjeu pour nous, c'est de s'ancrer dans leur travail tous les jours. C'est-à-dire que c'est bel et bon d'avoir un test où ils utilisent l'IA et comme tu dis, c'est sympa, etc. Et d'ensuite transformer l'essai pour que on devienne un outil essentiel de leur travail au quotidien. Et donc ça, pour faire ça, il faut vraiment s'intégrer profondément avec leurs outils.
S'intégrer profondément avec leurs outils, c'est s'intégrer avec leur système. Leur système de gestion de Ça cas, prend par du temps, exemple. ça, parce qu'il y en a Et pas, ça enfin, il y en a prend du plein. temps. Ouais. Exactement. Et donc, c'est de les convaincre qu'on est un partenaire et on n'est pas, on est un partenaire dans le long terme. Et ça, c'est super important aussi parce que la technologie avance et bouge tellement vite. Les LLM, tu veux, les capacités des modèles ont tellement évolué depuis 12 mois Ouais. qu'ils vont pas s'accrocher à un provider, comme on dit, ou à nous, si on leur montre pas qu'on est capable de nous aussi surfer d'un point de vue produit la vague de l'IA. Donc, on est vraiment l'équipe la plus, enfin, la boîte la plus à même de leur apporter de la valeur dans 2 ans quand les modèles seront encore plus performants, quoi. Si je- Voilà. Je sais pas Ok, très clair. Donc Super clair. enfin, ce qui est intéressant, ce que je trouve intéressant, pardon, c'est que c'est autant les persuader que les convaincre. Tu vois ce que je veux dire? C'est autant un truc émotionnel on va être votre partenaire pour devenir la boîte qui utilise les outils d'IA de manière la plus efficace pour devenir le cabinet qui est le plus productif en utilisant des outils d'IA. Bon, je le disais, là, vous avez levé, tu vois, avec vos fonds, super BA, plus de 20 millions d'euros, 25 millions de dollars en quelques mois, en fait, hein, tu vois, entre le printemps, Ouais. enfin, ouais, un an, une grosse année, on va dire, printemps 24 et fin 25. Et encore, quand tu l'annonces fin 25, j'imagine que c'est déjà quelques Ouais. semaines, voire quelques mois qu'il avait été closé, donc on va dire en une grosse année. Euh, et pourtant, bah, là, tu vois, depuis quelques semaines, l'ambiance a un petit peu changé. Là, on enregistre ça fin février. L'ambiance a un petit peu changé en Europe et encore surtout aux US, où on est en train de se demander si l'IA est pas en train de bouffer le software, le SaaS. Comment, Ouais. toi, demain, si tu dois relever n'importe quoi, 50 millions, Ouais. comment tu vas convaincre que tu es du bon côté de la barrière, il n'y a aucun risque que tu te fasses balayer, quoi. Ouais, non, c'est une super bonne question Ah, la question est plus et simple que la réponse, là. ouais, c'est clair. Je Non, c'est préfère clair. être là où je suis. Mais ouais, non. Et pour moi, enfin pour nous, ce qui est le point principal, enfin il y a deux points principaux. Nos clients sont ce qu'on appelle des high trust people. C'est des clients qui sont assez conservateurs et qui ont besoin d'un niveau de confiance très important dans leurs outils. C'est un peu comme des médecins ou des chirurgiens parce que quand tu rédiges un brevet, s'il y a un mot qui a un mauvais mot, si tu veux, ton brevet peut être annulé dans 10 ans et ça veut dire que la boîte pour qui tu l'as rédigé, elle doit payer 10% de tous les produits qui avaient utilisé cette technologie. Enfin, ça peut être vraiment, ça peut avoir des conséquences monstrueuses. Donc le moindre mot est important et pour ça, il y a un degré de confiance qui est super important dans les outils d'IA qu'on va utiliser. Et ça demande un certain degré de spécialisation et d'intégration profonde avec des données qui sont des données propriétaires, par exemple, des entreprises ou des cabinets. Donc il y a vraiment, vraiment une intégration profonde qui se fait et qui demande tu vois, et c'est aussi du enfin, ce qu'on appelle de la gestion du changement, quoi. Et donc ça demande d'être là, sur place, avec les équipes de R&D, avec les équipes de pays, enfin, de propriété intellectuelle et des ingénieurs brevets pour passer du temps à les onboarder, les former sur l'outil. Enfin, c'est vraiment c'est de la c'est de la spécialisation, tu vois. Donc c'est un Donc, truc d'expert, c'est un peu ta un truc réponse d'expert, et je exactement. l'entends et j'achète. Donc un truc d'expert. Deux, du coup, comme on est sur de la confiance, toi t'as pas le droit à l'erreur et t'es sur alors le 100% n'existant pas, t'es sur du 99,99% de taux de réussite, de taux de delivery, de ce que tu veux. Et trois, comme tu es face à des gens qui ont autre chose à faire que tester le dernier truc qui sort, dernière version de ChatGPT, de Claude, de je sais pas quoi, la dernière startup à la mode, une fois que tu auras, donc pas un pied dans la porte, mais que tu seras vraiment en vitesse de croisière chez eux, que tu auras délivré, fait tout ce que tu avais à faire depuis des trimestres, des années, ça peut durer très longtemps en fait, avant d'être délogé Ouais, par qui que ce soit. et surtout une fois que tu commences à être utilisé, enfin, je dis, on génère enfin, ça crée une spécialisation et une performance de l'outil qui est largement supérieure parce que si moi j'ai déjà rédigé un brevet dans ce style-là, enfin, tu vois, le prochain brevet sera beaucoup plus rapidement aussi dans un style qui me convient, etc. Et donc ça, c'est une personnalisation de l'expérience qui n'est possible que quand une fois qu'on a mis le pied dans la porte. Et donc, le meilleur LLM n'aura pas accès à cette personnalisation, tu vois. Pour autant, à titre Euh, perso, tu vois une bulle ou pas sur l'IA? Là, on est allé un peu vite en besogne.
dans les investissements, j'en sais rien, dans tout ça. Alors, c'est un peu oui, contre-intuitif de demander ça à une entrepreneur qui s'est lancée dans l'IA, hein, à corps perdu, mais comment tu regardes les choses, quoi. Ouais, moi, j'ai toujours été contrairement ce que je fais pour l'indiquer, mais j'ai toujours été une technological pessimiste. Enfin, je suis pessimiste sur la technologie, donc j'ai toujours pensé que les technos seraient capables de faire moins que ce qu'elle est capable. Et j'ai toujours eu tort, hein, et qu'elle soit capable de faire moins de ce que ce qu'elle est capable de faire. Donc, ce que je dirais en allant à l'encontre tu vois, de ma tendance naturelle, c'est que au contraire, enfin, je pense que les capacités et que la manière dont ça va transformer la façon dont on travaille ne va faire que qu'augmenter. Donc, Bon, ouais. après, on n'est pas encore allé sur Mars. On n'a pas beaucoup de voitures, surtout pas en Europe, de voitures autonomes, vraiment autonomes, sans des personnes qui sont aux Philippines, en Inde ou je sais pas quoi pour contrôler. Donc oui, Ouais. ça va quand même pas toujours aussi vite qu'on le dit. Euh, Exactement, Ça t'a pas empêché quand même, clin d'œil perso, si tu me le permets, bien sûr. de mettre au monde ta petite fille il y a quelques temps, pas très Ouais. récemment. Donc t'es quand même pas très négatif sur l'issue de ce monde. Mais autrement dit, tu vois déjà tour de force, hein, mener de front une maternité. Et maintenant voilà, t'es maman avec une boîte qui est toute jeune, hein, qui a à peine 2 ans. Comment tu vis ça, sachant que toi-même t'es associé à une fondatrice. Est-ce que c'est un thème pour toi qui t'est cher, le female founder, comme disaient les anglo-saxons, ou non, t'es entrepreneuse, entrepreneur et le reste on s'en fout quoi. Ouais, écoute, moi je suis clairement entrepreneur et le reste, enfin je suis plutôt et le reste on s'en fout. Je pense que et je trouve ça très bien. On est notre réussite dépend de notre capacité à développer le business, à créer un produit qui est qui est le meilleur produit sur le marché, indépendamment du fait qu'on soit des femmes. Donc on sera à la fin de la journée, comme on dit, on sera jugé sur ce qu'on a créé. Et voilà, indépendamment de du fait qu'on soit des femmes. Donc on se détache totalement de ça. Et même dans la boîte, si tu veux, on- c'est pas du tout un thème. Ok. Euh, en revanche, la parentalité, ça c'est un vrai sujet et c'est vrai que je découvre là depuis quelques mois. Mais ça aussi, qu'on soit un père ou qu'on soit une mère, gérer un travail intense devenir parent, c'est C'est un presque défi un quoi. métier à part entière, oui, oui. Ouais, exactement. Ça fera l'objet d'un autre épisode, mais bon, sur ce podcast, a priori non, il y a ce qu'il faut ailleurs. Mais ouais, donc tu bottes pas en touche, mais pour toi, là, c'est pas un sujet. Je pensais que potentiellement, comme jeune maman et comme femme aussi, évidemment, à la base, même si c'est pas une question de genre, mais tu sais très bien que Mm. dans ton domaine, vous êtes clairement sous-représenté et tu es une anomalie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de femmes entrepreneurs, pas assez de femmes dans la tech, pas assez de femmes qui, au bout de 2 ans, ont levé 25 millions sur une équipe Ouais. 100% féminine. Et tu pourrais te dire, bah tiens, sans en faire tu vois, un étendard ou prendre ton drapeau, mais voilà. Helsing, je connais pas, mais je suis sûr que c'est une équipe 100% masculine. Je Ouais, mettrai un masculine, billet. c'est clair. Ben voilà. Palantir, c'est 5 hommes, je crois. Tu vois. Et donc, Ouais, mais en tu vois. fait, pour nous, enfin, on est d'accord que c'est quelque chose qu'il faut changer. Mais pour nous, le changement passe par le faire et Bien devenir des sûr. exemples. Si tu veux, Oui, bien être la sûr. première Oui. boîte qui a IPO avec une équipe de cofondateurs, enfin des cofondatrices 100% femmes, ça sera OK, ça c'est bon, on a montré l'exemple. Et le changement arrive par l'exemple plutôt que par des discours. Et je trouve souvent que plus les gens font des discours autour du sujet et plus les boîtes font du discours autour du sujet, plus ça cache en fait une réalité qui est pas une réalité très désirable, tu 100% vois. d'accord avec En tout toi. cas, c'est ce dont 100% j'ai fait d'accord. l'expérience, quoi. Ouais. Et Bon, donc, t'as dans la raison. Allez, on boîte, n'en parle plus pendant 5 ou 10 ans et après, quand tu seras le prochain Palantir, exactement. dans ton Non, couloir de mais nous, nage, dans la là, tu boîte, par pourras être une exemple, femme modèle. dans la boîte, si tu veux, quand on recrute, on n'essaie pas de recruter des femmes, tu vois. On essaie Bien juste de sûr. recruter le meilleur, le Évidemment. meilleur ingénieur, enfin, le ou la meilleure ingénieure et le meilleur produit, product manager, tu vois. Bon, écoute, super nouvelle. On a fait un très bel épisode. Moi, bonne nouvelle, on n'a plus que 2-3 minutes pour faire mes petites questions de fin. Du coup, qui passera pas trop de temps. Ton meilleur souvenir là chez Ankar en 2 ans, ça serait quoi selon toi? Probablement mon voyage à San Diego avec William pour une conférence d'IP.
qui est en soi pas le truc le plus excitant qu'on pourrait imaginer, 3000 ingénieurs brevets dans le même hangar, mais on y est arrivé avec nos flyers et on s'est vraiment bien marré avec William. Voilà, c'était un peu l'aventure, quoi. J'ai la carte postale, je vois là. Même si je suis jamais allé à San Diego. Pire souvenir, le moins bon. C'est très récent, mais tu as sûrement déjà un mauvais souvenir et tu vas voir, c'est pas un. Enfin, c'est oui, Ouais, bien c'est sûr. plus un long fleuve tranquille. Donc, Il y a beaucoup de. Enfin, je pense que c'est le tarif quand on est entrepreneur, c'est qu'on a 9 mauvaises nouvelles pour une bonne nouvelle. Donc, ouais. c'est plus difficile de trouver le meilleur que le moins bon souvenir. Je dirais le moins bon souvenir, c'est probablement la première fois qu'on a dû se séparer d'un employé qui était un mauvais recrutement. Et quand c'est la première fois qu'on le fait, c'est difficile. Tu veux dire qu'à la 10e fois, ça fait plus rien? Bah, disons que on a conscience on a conscience de ce par quoi on va passer et que à la fin ça va aller mieux, quoi. Ouais, tu Mais le quand fais c'est pour la la première boîte, fois qu'on quoi. le fait, on sait pas ce qui se passe après, quoi. Ouais. Le truc dont tu es déjà le plus fier, là. Le truc franchement, je suis incroyablement fière de l'équipe qu'on a aujourd'hui. Et enfin là, on a dû voir passer des gens derrière moi, mais quand je suis dans un meeting et que je vois le produit qu'ils sont enfin les features auxquelles ils pensent et le produit qu'ils sont en train de créer, ouais, je me dis waouh. Et ils sont bien meilleurs que moi, donc ouais, je suis super fière de ça. Anecdote en quart que tu livres pour tes 45 là. On était à une conférence et on a rencontré le patron d'une très grosse boîte, une énorme target, enfin une grosse target pour nous commerciale. Enfin, si tu veux, on l'a pas rencontré, mais son collaborateur est venu nous voir en nous disant ouais, il faut que vous parliez à machin, il veut absolument vous parler. Et nous on lui a dit on avait un avion, donc on a dit ah non désolé, on doit courir, on doit aller choper un avion. Et juste après, au moment où on partait dans le taxi, on s'est dit ah c'est pas possible, on a foutu un râteau au premier client qu'on veut avoir. Et on s'est dit, mais il va jamais nous rappeler, on va jamais pouvoir le contacter, on a perdu cette énorme opportunité commerciale. Et Et au en fait, final, finalement, on a réussi à signer, génial. Ah, donc tu l'as closé ouais. quand même, bravo. Ouais. Comme Peut-être quoi, hein, que parfois. justement, Ouais. peut-être qu'il y a un lien de cause à effet, je sais pas, mais. Meilleur conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer et qui a été comme toi pendant des années dans des techs, des big tech, etc. Et qui il a ça dans la tête, mais il ou elle, mais il ose pas, il sait pas si c'est le bon timing, etc. Tu dirais quoi? Je pense qu'il faut arrêter de réfléchir, il faut passer à l'action. Parce que l'action va tirer en fait l'événement. C'est-à-dire que ça sera sûrement pas la première idée qui sera la bonne idée, mais ça passe par des petites étapes comme mettre un créneau toutes les semaines de 2 heures où tu réfléchis à des idées potentielles de boîte. Et ensuite, il y aura une idée où tu vas aller parler à des potentiels clients ou à des prospects, etc. Et ensuite, ça va devenir un vrai truc. Mais il faut juste passer à l'action, quoi, plutôt que de manière, enfin, y Je penser. dirais pareil, parce qu'il y a beaucoup de trentenaires qui nous écoutent pour ceux qui veulent être parents, mais qui disent non, mais c'est pas le moment, c'est pas l'année. Ouais, Réfléchissez pas trop quand même. ouais, Bon, exactement. toi, tu pourrais dire pareil peut-être. Ouais, ah non, mais je suis d'accord avec toi. Allez, une personne qui doit passer après moi, un jeune homme ou une jeune femme, c'est pas une question genrée, donc c'est complètement ouvert. Tu choisis. Donc, il doit passer après toi, c'est-à-dire qu'il doit. Pardon, qui doit passer, que je dois inviter après toi. Ouais, bien sûr. Il y a plein de très bons sujets. Bah, moi, je pense j'ai la cofondatrice de Command AI, Marie Inuzuka, qui était aussi chez Palantir et qui est maintenant chez Command, qui est une des très belles boîtes de defense tech française. Je pense qu'il faut qu'elle passe par Tech Mais 45. attends, c'est la cofondatrice? Ouais, elle Ah est bah devenue génial. co-founder. Bah écoute, tu me Ouais, fais l'intro, avec plaisir, je te fais elle vient l'intro. ici. Ça marche, c'est une super question. Eh ben super. Merci beaucoup Tamar. Eh ben, longue vie à Ankar alors. Merci, merci Seb. À très bientôt à Londres. À bientôt. Bonne journée, ciao ciao.